Je crois qu'il a senti aussi des choses à l'intérieur, à 2 mois, aussi en tant qu'homme. Et il m'a dit... Sarah Abitbol, ex-patineuse, violée à 15 ans par son entraîneur Gilles Beyer, qui avait 35 ans à l'époque. Ça s'est passé entre 1990 et 1992, 90-92 pour les Français qui nous regardent. 3 autres l'accusent, dont Hélène Godard, qui avait 13 ans à l'époque. Alors, on se dit, tiens, c'est quand même super longtemps après, on parle de 30 ans plus tard. Pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement parce que les faits sont prescrits, donc elle a décidé d'en parler, mais la justice ne peut rien faire. Alors que violer quelqu'un, notamment Sarah Abitbol, qui est une ex-médaillée d'or de patinage artistique, ça reste un trouble, ça reste quelque chose de difficile pour elle. D'ailleurs, elle a répondu à une interview de Combini et voilà ce qu'elle a dit en face caméra. Ça a duré 2 ans. J'avais noté les moments où mon agresseur venait me déranger dans mon box et venait me réveiller pour faire ses saloperies. Et c'était impossible de parler. Comment je pouvais parler à mes parents qui avaient déménagé de Nantes à Paris, qui avaient consacré toute leur vie à moi pour leur raconter ces horribles choses. Non, malheureusement, j'ai souffert en silence. Alors s'il vous plaît, les victimes, parlez, n'hésitez pas. Et il faut que la honte change de camp. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable. Alors c'est quand même assez douloureux comme histoire, comme tout type de viol, quel qu'il soit, quel que soit l'âge. C'est horrible à raconter, elle l'a expliqué dans plusieurs interviews pour expliquer comment ça s'est passé, il l'a réveillé, et puis c'est là que les attouchements ont commencé. C'était la première fois qu'un homme la touchait. C'est sa première expérience sexuelle, donc c'est un viol. Ça s'est reproduit à plusieurs reprises au point que la perversité du gars allait au fait qu'il aille téléphoner aux parents en disant écoutez, il est un peu difficile aujourd'hui, je vais l'entraîner davantage et vous inquiétez pas, il va être tard mais je vais vous la ramener. Et sur la route du retour, ça se passait sur des aires de repos, sur des parkings, des moments atroces. Figurez-vous qu'elle n'est pas la seule, puisque 3 autres personnes ont accusé Gilles Beyer d'avoir fait la même chose. Alors, vous comprenez son sentiment de honte, le fait qu'elle n'ait pas pu en parler avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens qui l'ont critiqué en disant ouais mais c'est 30 ans plus tard, pourquoi tu fais ça? Je veux dire que ce soit 30 ans, 60 ans plus tard, c'est bien, c'est toujours bien d'en parler. Vous comprenez qu'elle a eu du mal à s'exprimer par rapport à ça. Mais déjà il y a le traumatisme d'une enfant qui subit des abus sexuels, et en plus là c'est vrai que la chose un peu particulière c'est que ça se passe dans le sport, c'est-à-dire que c'est une fille qui est déjà dans le monde professionnel et donc son entraîneur a une mainmise complète sur elle. Donc c'est lui l'autorité, c'est lui qui gère ses plannings, c'est lui qui... En fait, ils ont une proximité constante. Mais t'as souvent ça avec un entraîneur, quand que ce soit même un professeur, en fait, t'as une sorte de respect de la hiérarchie, respect autoritaire, d'une autorité comme ça qui est installée, et que t'oses pas trop dire les choses, t'oses pas trop de comment t'y prends, oui, tu sais pas. Mais en plus, tu remets ta carrière professionnelle entre ses mains. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu incroyable. Et ces mecs qui font ça, ils le savent, en fait, techniquement. Ils savent qu'ils ont une autorité et qu'ils ont du pouvoir. En fait, c'est un peu ça, je pense que quand t'es petit, t'as toujours un confident qui est plus âgé que toi. Et je pense que quand t'es sportif ou que tu fais quelque chose de particulier, d'artistique, t'as un confident. Et je pense que ces personnes-là, parfois, elles sont pas toutes bonnes. Donc je pense que ces gens-là... Qui profitent de la crédibilité et tout. En fait, ils profitent de ça, mais ils ne sont pas cons. Parce que quand tu regardes bien, je pense qu'en connaissant les personnes, ils posent des questions, ils regardent ils regardent leur état d'âme, etc. Oui. Et donc, ils analysent les situations comme ça. La petite, je sais que si je lui fais quelque chose, je suis sûr qu'elle le dira pas à ses parents parce que ses parents ont déménagé de Nantes à Paris. Donc, si elle le dit, elle va culpabiliser parce que ses parents sont venus pour rien, etc. Donc, moi, je pense que ils arrivent très, très bien à endormir ces petites filles. Déjà, c'est facile d'endormir un enfant. Ils ont des cibles, des personnes peut-être beaucoup plus crédules. Enfin, ça, malheureusement, c'est pour plein d'affaires de viol. C'est pas que dans le domaine-là. Ce gars-là est un pédophile. T'as énormément d'entraîneurs qui sont des gens tout à fait énormément à la majorité, on espère. Mais le truc, c'est que il y a une relation hyper intime qui se crée entre l'athlète et son entraîneur. C'est quelque chose que personne ne connaît. Si tu n'es pas un athlète, tu ne sais pas ce que c'est. Tous les athlètes le savent. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour essayer d'avoir comme possibilité de contrôle, de mesure de vérification par rapport aux entraîneurs qui exercent ce métier-là. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire de la pédagogie sur place? Bref, dites-nous un peu ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Merci à vous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh tu vas cliquer ou pas, là? Voilà, merci. Au revoir.